C'est un média qui se décrit lui-même comme à 100% spécialisé dans l'enquête journalistique au long cours. Off Investigation, créé fin 2021 par Jean-Baptiste Rivoire, ancienne figure de l'enquête sur Canal+, a fait son trou en 3 ans, un peu plus de 3 ans. Entre articles écrits, si on peut dire, sur son site et documentaires à succès diffusés sur YouTube. Des docus qui se caractérisent par leur liberté éditoriale et n'hésitent pas à attaquer, bille en tête, Emmanuel Macron et la Macronie en général. Le dernier en date, intitulé Ultra riches et délinquants, comment ils ont fait élire Macron, signé par le journaliste Gauthier Mesnier, a déjà fait plus d'1 200 000 vues sur YouTube en 2 semaines. De quoi parle-t-il? Quelles sont les recettes de ce succès? Et qu'est-ce que cela nous dit des besoins réels de nos concitoyens en termes d'information à l'ère du règne des éditocrates, des fausses polémiques et des réalités alternatives, pour ne pas parler de fake news? Pour répondre à ces questions, j'ai à mes côtés Jean-Baptiste Rivoire, fondateur et directeur de Off. Salut Jean-Baptiste, Salut comment Théo. tu vas? Ça va bien. Alors, les liens entre Emmanuel Macron et les oligarques français, dont certains contrôlent des groupes de presse influents, ont déjà été décortiqués dans de nombreuses pièces d'investigation. Mais la particularité du dernier documentaire d'Off est d'appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire de focaliser sur les intersections entre ces milliardaires et le milieu de la grande délinquance. Et du coup, ce documentaire porte sur Macron, certes, mais aussi sur eux. On en parlera, mais ce qui m'a frappé dans un premier temps, c'est la liberté de ton que se permet Off. Notamment, vous utilisez l'expression « scandale pédophile » pour évoquer le début de la relation entre les époux Macron. On regarde un extrait. Après avoir fait scandale dans les familles Osière et Macron, l'infraction commise par Brigitte dans les années 90, avoir séduit un collégien de 14 ans quand elle en avait 38, risque de faire scandale dans la presse. Mais quand Emmanuel est nommé à Bercy en 2014, c'est bizarrement une version édulcorée de leur histoire qui va être relayée dans les médias. Du très respecté journal Le Monde, propriété de Xavier Niel, jusqu'à Closer et la presse People, on retrouve des éléments de langage identiques. À l'âge de 17 ans, il est tombé amoureux de Brigitte, de 20 ans son aînée. Emmanuel Macron s'est marié avec Brigitte Trogneux, de 20 ans son aînée. De 20 ans son aînée? Plutôt 25 ans. Et en cette rentrée 2014, les médias mainstream vont populariser un autre petit mensonge. Celle qui tient fermement sa main n'est autre que la prof de français qu'il a eue lorsqu'il était en première au lycée Henri IV. Ils se sont rencontrés alors qu'elle était sa professeure de français en première au lycée Henri IV. En première au lycée Henri IV? Bah, c'était en fait en 3e au collège de la Providence d'Amiens que le coup de foudre est survenu. Pour cet ancien directeur des programmes de France Télévisions, qui avait épluché la presse de l'époque pour un livre enquête, ces légendes urbaines de nature à protéger Macron auraient été disséminées auprès des journalistes par l'agence Havas d'un certain Vincent Bolloré. Alors Jean-Baptiste, vous y allez à la sulfateuse, mais cet extrait est une illustration d'un fil rouge omniprésent dans le documentaire. Les époux Macron ont besoin des milliardaires, notamment pour se protéger, et ce dès le commencement. Oui, alors ils ont globalement beaucoup menti sur leur histoire. Nous, on avait fait une enquête sur le patrimoine de Macron. On avait vu aussi que Macron avait beaucoup menti sur son patrimoine aussi. Donc en fait, pour un couple qui est quand même à la tête d'un pays comme la France, ça fait quand même beaucoup d'approximations ou de mensonges. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est absolument établi que quand la carrière politique de Macron est vraiment lancée en 2014 parce qu'il est nommé à Bercy par François Hollande, toute la presse va relayer des éléments de langage très bizarres dont on découvrira après qu'ils sont mensongers. Tout le monde fait les mêmes fautes, ça veut dire qu'il y a une source unique. C'est quasiment les mêmes phrases. Et donc Eric Stemlen, ancien directeur des programmes de France Télé, qui avait fait un bouquin d'enquête là-dessus et qui avait pas mal travaillé, nous dit que lui, il a l'info très clairement, que c'est un ancien sondeur aussi, donc il connaît bien les milieux de la com. Il dit c'est des communicants de Havas qui ont fait circuler ça. On sait aussi que dès 2013, Macron organise secrètement à l'Élysée des réunions pour préparer sa carrière politique, en présence notamment de Ismaël Emelien, conseiller de Havas, donc de l'agence de Bolloré, qui fait partie des gens qui viennent le conseiller. Donc quand en 2014, Macron sait très bien qu'il y a un risque de scandale pédophile, puisqu'il y a 25 ans d'écart avec Brigitte et que par ailleurs ça a commencé quand il avait 14 ou 15 ans. Or, pour une professeure qui a autorité sur un élève, c'est pas possible avant 18 ans. C'est la loi française, c'est même pas 15 ans. On confond souvent, en fait, quand c'est une personne ayant autorité, un coach sportif ou un prof,
il ne peut pas toucher son élève avant 18 ans, ce qui est un peu normal. Donc là, il y a quand même un scandale potentiel, qui avait fait déjà scandale à Amiens et dans les familles, mais qui risquait d'exploser au plan national. Et des éléments de langage sont disséminés dans la presse, et plein de grands journaux, y compris, Le Monde, c'est le journal de Niel qui soutient Macron, mais même plein de gens se sont fait avoir passer ces trucs-là. Alors ça paraît rien, 5 ans d'écart, 17 ans, machin, mais en fait, il y a déjà un maquillage de la réalité dès le départ de leur carrière politique, quoi. Parce que 17 ans, on se dit que 18 ans, c'est pas loin, et que finalement, la concrétisation, en tout cas, peut avoir eu lieu à 18 ans, et puis effectivement baisser l'écart, c'est rendre moins choquant entre guillemets le décalage. Alors un autre intérêt de ce documentaire à succès, c'est qu'il fait un peu l'archéologie de la construction d'Emmanuel Macron comme figure politique centrale, et cette construction n'aurait pas pu se faire sans les médias des milliardaires, mais les instituts de sondage ont eux aussi contribué à la fabrication de Macron, et à cet égard vous racontez une histoire complètement folle. On regarde. Inconnu, Emmanuel Macron serait pourtant déjà ultra populaire. 7% des Français. Emmanuel Macron, révélation politique de l'année, est un ex-banquier d'affaires. Jamais élu, il succède à Arnaud Montebourg au ministère de l'économie l'été dernier. Il est populaire parce que transgressif, parce que... Il s'est passé des choses assez étranges sur les sondages, c'est-à-dire que, d'une part, il y a un institut de sondage qui s'appelle Odoxa, qui a été créé le jour même, ou 2 jours avant, qu'il soit nommé ministre. Ce premier institut, il est notoriété publique qu'il est soutenu par Bernard Arnault. Bon. Et il se trouve que le sondage était en plus publié par Le Parisien, que justement Bernard Arnault était en train d'acheter. Il se trouve qu'au même moment, les études de notoriété faites par des gens sérieux montraient que la moitié des Français ne savaient pas qui était Macron. Donc c'était un peu difficile qu'il y ait les 3/4 qui soient aussi contents de lui. Mais enfin bon, donc il y avait visiblement un trucage, quoi. Le sondage était bidon, quoi, soyons clairs. Et oui, 1 mois plus tard, avec l'Institut IFOP, c'est la douche froide. Macron n'est en réalité que la 21e personnalité bénéficiant d'une bonne opinion auprès des Français. Loin derrière Manuel Valls, et surtout le grand favori de droite Alain Juppé. Alors Jean-Baptiste, le tout nouvel institut Odoxa qui fait gonfler la cote de Macron risque de ruiner sa propre réputation. C'est tellement gros que l'on a peur d'être taxé de complotiste en l'évoquant. C'est une histoire de fou. Oui, on sait que Macron a bénéficié du soutien de 4 ou 5 grands milliardaires de la presse qui contrôlent, on sait, 95% des médias privés en France. Donc, au-delà de l'exemple de l'Institut de sondage Odoxa, il y a aussi, par exemple, le Nouvel Obs de Xavier Niel qui va marteler des unes pro-Macron pendant toute l'année 2016. Il y a le clan Drahi avec son banquier fétiche Bernard Mourad qui à la fois dirige les médias altistes, donc à l'époque quand même BFM, Libé, l'Express, qui en même temps va en 2017 venir dans la campagne électorale d'Emmanuel Macron pour l'aider à financer sa campagne. C'est-à-dire qu'en même temps, il finance la campagne de Macron et en même temps il tient les médias et il la commente en fait. Et dans l'Express on n'arrête pas de dire que Macron est formidable. Il y a une nouvelle formule de l'Express pour célébrer Macron. Donc ces milliardaires poussent Macron qui est un ami du business de façon absolument outrancière dans leurs médias. Et par ailleurs on sait maintenant qu'effectivement un certain nombre de grandes puissances se sont aperçues qu'en fait pour conditionner l'opinion c'est bien aussi de balancer tout le temps des sondages. Et donc si on peut pousser un peu les sondages, les influencer, puis alors on les commande et puis on les publie dans ces journaux, ça aide. Et comme le dit Thomas Guénolé dans le sujet, au bout d'un moment à force de laver le cerveau des gens, de leur parler de Macron toute la journée, ils en ont fait un candidat connu, puisque même les télés, les chaînes info martelaient tout le temps, il est transgressif, il est moderne, il est super, il est machin. Bon, puis à la fin, ça finit par faire son effet. Donc oui, on est dans une démocratie où le peuple vote, mais il faut voir comment il est conditionné, quoi. Alors, on évoque beaucoup justement les liens entre les milliardaires et les médias, mais finalement très peu entre les milliardaires et les instituts de sondage. On a toujours tendance à considérer les chiffres des instituts de sondage comme des chiffres quasi descendus du ciel. Or là, pour le cas d'Odoxa, on voit que c'est pas le cas. Oui, alors ça fait quand même un moment qu'un certain nombre de gens se méfient des instituts de sondage et des sondages orientés. Cela dit, oui, ça fait partie de tous ces trucs qui sont balancés en permanence dans les grands médias et dont il faut se méfier. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une phase en France où l'immoralité de la presse et la corruption de la presse est telle, avec le feu vert total des pouvoirs politiques, que finalement, ça devient des machines de propagande, quoi. Enfin, il y a quand même un moment donné... je dis souvent, la propagande, c'est pas trop caricatural, c'est un peu subtil, la propagande. Il y a des trucs vrais et puis il y a des choses orientées. Donc là, on en est à ce stade-là. D'ailleurs, la colère de la population contre ces grands médias, et y compris ces instituts de sondage, est colossale. Alors après, le risque, ce qui est bien, c'est que les gens aiment bien les médias indépendants. Le risque aussi, c'est qu'ils croient à n'importe quelle thèse complotiste qui circule, quoi. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire qu'à force d'avoir cassé l'outil de la démocratie qui était une presse saine, ce qu'ont fait Macron et ses milliardaires qui ont complètement instrumentalisé la presse, le risque, en fait, c'est que là, ils sont en train d'abîmer très sérieusement la démocratie française qui déjà n'était pas dans un très bon état, quoi. Alors,
justement, tu parles d'une presse dont l'immoralité est notoire. Ces mots-là, c'est les mots que l'on entendait au XIXe siècle, avec des histoires comme l'affaire Dreyfus, et des histoires aussi qu'on entendait dans la première partie du XXe siècle. Et justement, après la libération en 1945, la France a eu l'impression d'avoir une presse assainie, et on est finalement retourné au statu quo ante. Voilà, l'argent est puissant. Et malheureusement, effectivement, on retourne un peu comme dans les années 30, quand une poignée d'industriels très riches avaient pris le contrôle des journaux pour les pousser dans une direction qui les arrange. En ce moment, on a le sentiment, c'est ce qu'on racontait aussi dans Médias de la haine, que leur intérêt, c'est de pousser finalement les citoyens à la guerre civile, de les pousser les uns à se battre avec les autres, ce qui permet, entre parenthèses, de protéger les puissants, puisque si le peuple se divise entre eux, pendant ce temps-là, ils ne remettent pas en cause ceux qui les dirigent, quoi. Alors l'audace de votre documentaire, et je l'ai déjà dit, qu'il aborde sans tabou le thème entre les ultra-riches et les milieux du grand banditisme. Il est par exemple question de Mimi Marchand, la papesse de la presse People, qui est chargée de protéger une fois de plus Macron de rumeurs venimeuses sur une supposée homosexualité. Alors Mimi, c'est pourtant un CV bien particulier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui est cette Mimi Marchand ? Alors oui, Michel Marchand, pour faire court, c'est un truand. C'est quelqu'un qui va se faire attraper dans les années 90 au volant d'une camionnette en provenance du Maroc avec à l'intérieur 500 kilos de hashish. Elle est maquée à l'époque avec des gens du milieu, de la pègre. Enfin, elle va être mariée avec un braqueur de banque, etc. Elle se fait attraper. Bon, son mari fera plusieurs années de prison. Elle ne fera que 2 mois. Puis elle crée des boîtes de nuit. Elle commence à fréquenter les milieux de la nuit, les flics, les truands, etc. À Paris. Et puis elle va se lancer dans la... Alors elle refait de la prison pour des chèques sans provision, etc. Et elle va se lancer dans la presse People. En fait, elle connaît plein de gens connus, donc elle va finir par alimenter Voici en scoop et finir par devenir un peu la trafiquante d'infos maîtresse de la place de Paris pour tout ce qui est célébrité. Alors ça peut permettre de protéger des gens, comme par exemple, elle va devenir la communicante des Sarkozy. Donc elle va les protéger, arranger le coup, Rachida Dati, tout ça. Et elle peut aussi taper sur des gens qui la gênent. Par exemple... En sortant les infos à leur sujet. Oui, par exemple, il y a eu beaucoup de questionnements autour d'un scoop en 2014 qui va démonter François Hollande, quand Closer révèle qu'il va derrière l'Élysée coucher avec sa maîtresse discrètement, Julie Gaillet. Sur un scooter. Sur un scooter avec un casque, si tu veux, qui a quand même marqué un peu l'image de François Hollande, on va dire. Bon, voilà, c'est un scoop de Closer, dirigé par Laurence Piot, qui est une très bonne copine de Michel Marchand. Donc Michel Marchand a toujours dit qu'elle n'a rien à voir, mais c'était un peu des paparazzi proches d'elle qui étaient à la manœuvre. Donc Michel Marchand, c'est quelqu'un de très dangereux, et c'est surtout un voyou, parce que, par exemple, elle a participé à une opération consistant à pousser un témoin à Beyrouth, récemment Ziad Taqeddine, à innocenter Sarkozy dans l'affaire du financement libyen, alors que dans le dossier, il y a 150 éléments qui en attestent. Donc Michel Marchand, c'est vraiment un truand. Et alors ce qui est incroyable, c'est que quand en 2016, les Macron ont un peu peur que ça bruise dans Paris, que Emmanuel serait homosexuel, ils ont peur et ils vont demander à Xavier Niel, qui est un ami et le propriétaire du Monde, de les aider. Et il va faire venir Michel Marchand, que lui connaît bien, parce qu'ils se sont croisés quand ils étaient tous les deux plus ou moins en prison quelques années avant. Il va présenter Michel Marchand à Brigitte, et Michel Marchand va faire la com des Macron dans Paris Match, etc. Et donc là, on a deux délinquants, ex-délinquants notoires, Xavier Niel et Michel Marchand, qui vont prendre en main la com de ce couple jusqu'à le faire arriver à l'Élysée. Donc c'est assez intéressant, et du coup on a voulu faire le portrait un peu de Michel Marchand, mais surtout de Xavier Niel, qui est un peu moins connu, sans passer dans l'industrie du sexe. On parlera de Xavier Niel, mais plus généralement, on a l'impression que justement ces liens entre le milieu et le milieu politique sont très peu documentés en France, comme s'il y avait un tabou là-dessus, c'est-à-dire sur les relations que peuvent entretenir des bandits, des truands, des gens au parcours un peu interlope et des notabilités politiques en France. Tu as une longue carrière de journaliste d'investigation. Est-ce que c'est un tabou ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà approché, puis sur lesquels des choses sur lesquelles vous avez été obligé de reculer ? Alors nous non, parce que moi depuis que j'ai quitté Canal, on n'a plus d'argent, on est un petit média indépendant. On m'a dit avant, puisque c'était une longue carrière. Ouais, t'as entendu parler des... effectivement, il y a beaucoup de gens qui tournent autour des Macron qui sont un peu étranges, un peu étonnants. Alors il y a Michel Marchand évidemment, mais Michel Marchand c'est vraiment le milieu de la pègre, en gros, alors qu'elle est communicante officieuse de l'Élysée quand même, elle est derrière le bureau du président en faisant ça quand il est élu en 2017. Mais il y a aussi d'autres gens, je vais pas en citer d'autres, mais oui, il y a Benalla était avec des réseaux d'affairistes très suspects, etc. C'est des gens qui utilisent le coup de poing,
la violence. Hanouna aussi était une carte maîtresse dans la communication de Macron, même s'il est relié au système Bolloré, hein, c'est un des paradoxes de l'histoire, et Hanouna c'est une petite frappe et un voyou lui aussi. Donc oui, on a un pouvoir politique qui a tellement quitté toute éthique publique que finalement on a l'impression qu'il s'acoquine avec des gens extrêmement louches. Ça mériterait d'être documenté, c'est dangereux, ça supposerait des moyens. Les grands médias qui ont l'argent de faire ça, Le Monde ou d'autres, sont entre les mains de gens qui protègent Macron. Donc forcément, ça risque pas forcément d'être là-bas qu'on va trouver ces grandes enquêtes, et c'est un véritable problème, parce que nous, les médias indépendants, on aimerait bien enquêter là-dessus, mais on n'a pas non plus 400 journalistes, des subventions de partout et l'argent de Google, quoi. Donc, c'est dangereux. Et c'est dangereux en plus. Donc bon, là par exemple, on a... Bon, c'était un peu flippant de mettre en cause le passé de Xavier Niel. Il est très puissant dans la presse française. On a décidé de le faire en France quand même, parce que nous, on protège personne, on essaie d'enquêter sur tout le monde. Mais on a découvert dans cette enquête, un peu en coulisses, que c'est un type plus puissant qu'on ne pense, quoi, Xavier Niel, qu'il a une très grande influence sur le couple présidentiel, que ses liens avec les services secrets français, soi-disant anciens, ne sont pas forcément si anciens que ça, que peut-être ils continuent, etc. Donc on est face à des gens qui, on se demande des fois s'ils ne sont pas plus puissants que les présidents. Donc là, il y a un vrai sujet, quoi. Alors justement, votre documentaire ne prend pas de gants du tout pour évoquer la face cachée de Xavier Niel, le patron de Free, on le rappelle, grand actionnaire du Monde et gendre de Bernard Arnault, le Français le plus riche au monde. 2 gérants de serveurs ont été interpellés aujourd'hui par la gendarmerie. Ils auraient diffusé et transmis des images de mineurs à caractère pornographique. En 1996, alertés par des photos pédophiles sur les serveurs internet de Niel, les gendarmes perquisitionnent sa société. Ils ont saisi 2 disques durs et l'un des 2 serveurs qui les intéressait particulièrement, c'est WorldNet. La section de recherche de la gendarmerie y a repéré des images d'enfants à caractère pornographique. Défense de l'un des directeurs de la société, Internet est très difficile à contrôler. Quand les services de gendarmerie sont arrivés, ils ont trouvé et ils ont eu accès à de la pédophilie, mais provenant d'on ne sait où, probablement d'une machine très éloignée et qui avait été déposée par une personne anonyme. C'est le seul moyen d'éviter ce type de choses, c'est qu'au niveau mondial, tous les pays puissent trouver une législation qui s'adapte à Internet et qui évite ce type d'abus qui sont répréhensibles au plus haut point et scandaleux. Est-ce qu'avant l'arrivée des gendarmes, Xavier Niel sait qu'il y a des images pédophiles dans les serveurs ? Bien sûr que si. Il sait très bien. On ne peut pas être propriétaire des centres serveurs, d'avoir autant de militaires et ne pas savoir ce qui se passe. Bien sûr que oui. C'est quoi l'histoire ? On a eu, ce site hébergeait des gens, des pédophiles à l'époque, qui faisaient des rencontres entre eux. Ça, c'était hébergé chez nous. Je me rappelle. Comme c'était maintenant. Et je me rappelle aussi de cette descente de policiers, parce qu'on était dans nos bureaux, on ne savait pas quoi faire, et on avait interdiction de parler aux gendarmes à l'époque. Sauf qu'il y a eu un truc, c'est qu'à la veille, je me rappellerai toute ma vie, avant que les gendarmes arrivent, il y a eu une tonne de papier, une tonne, vous ne pouvez pas imaginer, qui a été foutue à la poubelle, dans les machines à l'époque, pour couper tout ça. Qui vous avez dit de faire ça ? Xavier Niel. Avant l'arrivée des gendarmes, il vous dit quoi ? 24 heures avant. Il vous a dit quoi ? Il faut se foutre à la poubelle, tout ça, tous les archives. Voilà. Alors, Jean-Baptiste, ce témoignage est explosif parce que ce que cet ancien employé de Xavier Niel suggère, c'est que Xavier Niel est au courant que la police allait faire une descente, enfin que les gendarmes ou la police allaient faire une descente à son bureau, dans son entreprise, et s'est préparé. C'est ce qu'elle dit. Hein, c'est ce qu'elle dit. Elle a travaillé plusieurs années avec lui. Alors, on a évidemment contacté Xavier Niel mi-février, donc avant de diffuser, en lui donnant une quinzaine de jours s'il nous accordait une interview, ce qu'il n'a pas souhaité faire. Donc, s'il fallait répondre par écrit, on lui a donné 4 jours. Il ne répond pas le 17 février, il ne répond pas le 20 février, il ne répond pas le 25, il ne répond pas début mars. Et finalement, à quelques jours de la diffusion, quand on a commencé à balancer des extraits sur les réseaux, tout à coup, on a une lettre circonstanciée d'une avocate avec 15 réponses précises au dernier moment. Alors, sur la perquisition, par exemple, il dit oui, non, mais c'était pas dans ce local-là, c'était le bâtiment d'à côté, par exemple. Bon, là, il est sur des nuances comme ça.
ce que disent les anciennes employées, en fait, c'est qu'elles utilisaient des pseudos de nature à attirer des pédophiles. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, tous les 36-15 sont en concurrence, tout le monde cherchait à attirer du client, le client se fait raqueter à chaque minute qui reste connecté, donc Niel essaye d'attraper les clients des sites du Nouvel Obs, de partout pour les ramener chez lui, et donc ces employés utilisent des pseudos, elle le raconte dans le doc, comme jeune fille, 11 ans à défoncer par exemple, des pseudos de nature à attirer des pédophiles, ça permet d'élargir le marché, si je peux dire. Alors ça ne veut pas dire qu'il se passait il n'y avait pas forcément d'actes pédophiles, puisque c'était par du chat écrit en fait. Mais voilà, il y avait dans les Minitel de Xavier Niel des pseudos de ce type. Donc nous, on dit, voilà, il a flirté sur la pédophilie pour faire sa fortune. Je rappelle quand même qu'il devient millionnaire à 24 ou 25 ans, donc dans ce business-là quand même. C'est comme ça qu'il va créer Free. Et d'une façon générale, dans tout le parcours de Niel, entre le fait qu'il y avait des prostituées dans ses sex shops, alors il dira qu'il n'était pas au courant, donc il échappera à la justice, c'est son adjoint qui va tomber, mais enfin bon, quand même, il y avait de la prostitution clandestine dans ses sex shops à Strasbourg et à Paris. Il y a des images pédophiles dans ses serveurs. Il y a des employés qui disent qu'elles pour travailler, elles utilisent des pseudos pour attirer les pédos. Bon, ça fait quand même... ça donne l'impression d'un type qui s'affranchit un peu des règles, des lois et de la protection des mineurs, tout simplement. Alors, au risque de paraître naïf ou niais, je vais te poser une question. Est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'y aller aussi directement, bim? Bon, on hésite toujours un peu, c'est quand même un grand patron de presse, et puis il y a une différence entre Niel et Bolloré, c'est que Bolloré, c'est des médias d'extrême droite, donc moi personnellement, ma carrière chez Bolloré est assez peu probable. Par contre, Niel, c'est Le Monde, c'est l'Obs, c'est des canards ce centre-gauche dans lesquels les jeunes journalistes qui bossent à Off peuvent éventuellement aller faire toc-toc. Il y a La Vie, il y a Courrier International. Il y a beaucoup de médias. Donc ça, et puis il n'y a pas que ça, en fait. Niel, il y a des liens aussi avec la production télé. Énorme. Il a Media One qui squatte des millions de contrats avec France Télévisions, donc en fait, il est beaucoup plus influent qu'on ne pense. Ses liens avec les services de renseignement, enfin ça fait quand même beaucoup. Les liens avec les services de renseignement, c'est-à-dire en fait, ce qui est connu, c'est que quand il était jeune, apparemment, il trafiquait un peu des décodeurs Canal, et puis un jour, il se fait attraper, et puis les services lui disent vous avez l'air un peu débrouillard, donc on va faire un arrangement, est-ce que vous pouvez nous aider à faire du hacking ou je sais plus quoi. Donc les services français vont l'utiliser pendant quelques temps. Bon, moi je pensais que ça s'était arrêté là. Apparemment, d'après certaines sources, il aurait conservé des liens aujourd'hui avec les services français. Donc, par ailleurs, moi on me dit que par exemple, il a une influence très forte sur le couple Macron. Il est capable de leur faire annuler un dîner s'il passe un coup de fil parce qu'il est en colère. Donc on se dit, mais quel est le pouvoir de ce type vraiment? Il contrôle une partie de la presse, mais pas seulement. Donc on est très impressionné par le pouvoir de ce garçon. Donc forcément, on est un peu inquiet. Et quand on lui envoie un mail pour lui dire voilà ce qu'on va dire sur vous, tac, 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 voilà ce qu'on a recueilli, est-ce qu'on peut avoir votre version, et qui répond pas pendant 3 semaines, c'est crispant. Après, peur, en fait, on essaie de le traiter comme on traite tout le monde. Donc oui, c'est un peu stressant, mais après, je veux dire, on n'a pas de tabou, pas de limite, et tous les gens puissants méritent d'avoir un contre-pouvoir. D'ailleurs, lui-même, souvent, adore les médias indépendants, les finances, etc. Donc il est d'accord. D'ailleurs, il a fait un bouquin récemment qui s'appelle Une sacrée envie de foutre le bordel. Donc nous, on s'est dit, on va foutre un peu le bordel dans le système de Niel, parce que quand même, il n'y a pas grand monde qui le fait. Justement, est-ce que... alors, c'est une supposition. Est-ce que le fait que Xavier Niel soit lié à ces milieux interlopes-là et des données sur la criminalité sexuelle de certaines personnes, est-ce que ça peut aussi donner, parce qu'en fait on considère que le Minitel Rose et tout cela l'a enrichi, mais ça peut aussi donner du pouvoir parce que il y a des données extrêmement sensibles que vous pouvez manipuler. Il y a ça, il y a Free aussi qui permet d'avoir quand même beaucoup d'infos téléphoniques. Il y a encore une fois d'éventuels liens avec les services qui font qu'il peut avoir des infos. Il est très bien renseigné, Xavier Niel. Il contrôle beaucoup de journaux. Il a créé l'Informé. L'Informé qui est un bon journal indépendant. L'Informé, c'est un journal financé par Xavier Niel et créé par Xavier Niel au départ. Après, en tout cas, qui est dans... En tout cas, qui a l'air d'un indé, qui... Oui, qui nous a publié un papier sur la fiscalité de Xavier Niel en disant, vous voyez bien qu'on est totalement indépendant puisqu'on fait ça. Donc oui, il y a des postures. Après, la réalité, à mon avis, elle est un peu différente. Enfin, tout ça pour dire que ces gens sont puissants et de toute façon, c'est extrêmement malsain qu'un type qui contrôle le 3e opérateur de téléphonie de France, contrôle le tiers de la presse. Enfin, de toute façon, il y a un problème de lien entre ces industriels et les journaux. Les journaux ne peuvent pas être dans la propriété de grands entrepreneurs comme ça parce qu'ils utilisent tout le temps la presse pour leurs affaires. Et là, en l'occurrence, moi, je pense qu'il y a un problème de toxicité. La presse doit absolument pouvoir raconter ce qui se passe, y compris s'intéresser à ces gens-là et ne pas être possédée par ces gens-là, parce que sinon elle ne peut pas enquêter. J'ai pas vu beaucoup d'enquêtes dans le monde sur le passé sulfureux Xavier Niel ou sa situation actuelle par rapport au Macron. Donc il y a un problème, quoi. Alors en plus d'être de posséder
des box téléphoniques, parce que la majeure partie des Français regardent la télévision via leur box, en fait, ils peuvent aussi contrôler d'une certaine manière qui est diffusé par les box. Par exemple, notamment, la Freebox de Xavier Niel, c'est la seule box qui diffuse le média. Orange ne fait pas. C'est le paradoxe de Niel, c'est qu'il est assez ouvert aux médias indépendants. C'est le seul qui vous a accueilli sur la box, ce qui est une bonne chose. Il a financé des médias indés dans le passé. Il a un discours très sympathique aussi. Moi, par exemple, quand je fais mon bouquin L'Élysée et les oligarques contre l'info, on critique 5 milliardaires. Il y en a un seul qui appelle, comme par hasard, c'est Xavier Niel. Il passe un coup de fil sympa et il répond à un mail. Bon, il n'a pas que ça à faire, donc c'est sympa. En plateau, en télé, il est sympa, etc. Donc il fait illusion. Mais il n'empêche que ce type a une puissance considérable. Et en soi, c'est pas interdit, mais il a un tel poids sur les politiques et la presse qu'il doit être un sujet d'intérêt. Moi, j'ai une collègue journaliste qui a essayé de faire un bouquin sur Niel il y a 15 ans. Le bouquin n'est jamais sorti. C'est-à-dire qu'elle demandait qu'est-ce qu'il y a comme livre un peu critique sur Niel aujourd'hui en France? Pas beaucoup. Un peu comme sur Bernard Arnault, parce que dès qu'on fait un bouquin sur Bernard Arnault, il n'y a plus de publicité de LVMH dans aucun journal. Donc il y a des types comme ça qui sont tellement puissants qu'ils arrivent plus puissants que Bolloré, qui lui s'est pris des livres critiques dans la gueule. Cette focalisation sur Bolloré, quand tu évoques Niel et Arnault. Bolloré essaye de faire basculer la France dans l'extrême droite, donc c'est logique qu'on s'y intéresse. Mais je veux dire, on s'y intéresse de fait. Il y a eu des livres critiques sur Bolloré, il y a des gens qui critiquent Bolloré. Bon, Niel et Arnault, c'est quand même beaucoup plus rare. C'est des gens très puissants en termes d'annonceurs publicitaires depuis très longtemps, etc. Et c'est des gens qui tétanisent manifestement la profession. Donc, encore une fois, moi, je suis pas un ami. Qui tétanisent ou qui séduisent. Qui séduisent, parfois qui financent, qui tétanisent. Vous connaissez cette célèbre phrase de Niel qui a dit dans un bouquin il y a quelques années: de toute façon, quand les journalistes m'emmerdent, je mets un peu d'argent dans leurs médias et après ils me foutent la paix. Alors, depuis 10 ans, il ne sait plus comment s'en sortir de cette phrase, donc il rétropédale pour dire qu'il l'a pas dit, etc. Mais moi, des gens proches de Niel me disent: mais ça, il l'a dit 20 fois en privé. C'est-à-dire que je mets de l'argent dans leurs médias, leurs petits médias de daube. Des fois, ça peut être 100 000 € dans un média indépendant. En fait, ça va faire vivre le média 3 mois. C'est pas grand-chose, sauf que pendant 25 ans, le média peut plus critiquer Niel parce que lui, il peut très bien dire: mais attendez, vous avez quand même, je vous ai financé. Enfin, tu vois, c'est quand même une info qu'il détient. Donc, c'est des gens dont il faut pas accepter de financement. Et Niel est très habile, et beaucoup plus habile pour instrumentaliser la presse, à mon avis, dans ses guerres industrielles et ses guerres personnelles, que, à la limite, par exemple, un Bernard Arnault qui a l'air très puissant, qui contrôle les Échos, le Parisien, mais qui est tellement maladroit qu'il a du mal à s'en servir. Il est tout le temps en conflit avec ses rédactions, il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Niel, tu sens qu'il y a plein d'infos qui passent, etc. Il faudrait qu'il donne des cours à beau papa, alors. Oui, mais apparemment, ils sont assez en conflit, d'après ce qu'on m'a dit. Peut-être le sujet de notre documentaire de Off Investigation. Oui, ou même on se demande si on ne fera pas un jour un vrai portrait de Niel, parce que je crois qu'il y a matière. Alors, d'une certaine manière, ces médias qui garantissent une sorte de tranquillité à Xavier Niel, mais Off Investigation, non. Alors, Off Investigation, donc finalement, n'a pas l'intention de se faire des amis. Quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez en ce moment et dont vous pouvez déjà nous parler? Bon, pour faire court, on rentre en montage sur un gros documentaire qui va s'appeler Sex Connection, sur les comportements d'un certain nombre d'animateurs dans le milieu de la télé, comportements par rapport à leurs collaborateurs, collaboratrices, comportements de harcèlement sexuel, de viol parfois. Je pense notamment à Jean-Marc Morandini. On va s'interroger aussi sur les gens qui emploient ces gens, c'est-à-dire les employeurs qui ont une responsabilité en termes de droit du travail, pour assurer la sécurité des collègues, etc., et qui les laissent parfois à l'antenne. Les boîtes de production. Ouais, mais même, tu vois, dans le cas de Morandini, c'est le système Bolloré qui l'emploie, qui le maintient en vitrine de CNews alors qu'il est condamné pour corruption de mineurs, etc. Donc on va travailler là-dessus. C'est pas un sujet facile. C'est des gens qui sont un peu menaçants, qui sont pas cool, qui sont pas gentils, mais on a décidé quand même de faire ce sujet pour la rentrée. Et puis on va faire 2 grosses enquêtes sur France Télévisions, parce que en fait, personne n'enquête sur France Télévisions, vraiment. Donc à France Télévisions, ça c'est sûr. Dans les chaînes privées non plus. Bon, donc voilà. Bolloré avec Cardoz a fait semblant de faire une enquête sur France Télé, mais finalement, ils ont eu peur. Ils l'ont mise sous le tapis, ils l'ont caché, leur truc. Donc on va travailler sur France Télé. Et puis aussi sur les pressions qui s'exercent en France depuis 15 ans sur leur rire politique. En fait, on va revenir un petit peu sur la façon dont les Guignols ont été arrêtés il y a 10 ans. Et comment derrière, Delphine Ernotte a pu aussi verrouiller un certain nombre d'humour. On a le sentiment que tous ceux qui se moquent un peu des pouvoirs, finalement, il n'y a pas que Guillaume Meurice, il y a eu beaucoup de gens qui ont été pressurisés, arrêtés, virés. Donc comme si, au fond, après avoir étranglé l'investigation, les puissants qui nous dirigent ne supportaient plus qu'on rit et supportaient plus les fous du roi. Ce qui est quand même un niveau de totalitarisme qui va encore plus loin et qui, moi, m'inquiète beaucoup. Donc on va rigoler avec les humoristes sur les censures des humoristes. Qu'est-ce que le succès des docus de Off dit de l'état de nos médias et des attentes de nos concitoyens? Je crois que c'est banal, c'est-à-dire qu'en fait, les cartons d'investigation en audiovisuel, ça a toujours été d'aller
chercher les sujets qui dérangent où personne n'ose aller. Il faut lever les tabous, voilà. Donc c'est ça qui marche, hein, ça a toujours été comme ça. Simplement, ça s'est fait assez longtemps à la télé. Enfin, ça s'est pas fait sous De Gaulle, puis ça s'est fait à un moment donné, moi j'appelle ça le printemps de l'investigation dans les années 2000, quand Complément ou Cash vraiment faisait le job. Et puis là, on sent que c'est beaucoup plus verrouillé au niveau de France Télévisions, soit parce que Ernotte veut toujours être reconduite, soit parce qu'il y a une présidentielle qui arrive et que donc les copains n'ont pas tellement le droit d'enquêter sur Macron, etc. Donc finalement, voilà, ça se calme un peu, ça devient un peu plus mou. Et donc voilà, la population française, elle veut des vraies enquêtes fouillées. Nous, on le voit dans les messages YouTube, les gens sont contents. Ils veulent qu'on aille, par exemple, dans les docs qu'on fait avec peu de moyens, on essaye de comprendre les rapports entre le président et les propriétaires de presse. C'est tout bête. Il y a des choses publiques d'ailleurs, c'est souvent de l'info ouverte, mais personne ne va sur ce terrain-là. Se demander comment les dirigeants de l'audiovisuel public sont nommés, personne n'ira faire ça, ni à France Télé, ni à Radio France. Donc il y a tellement de tabous de tous les côtés que finalement, ils vont sur des sujets intéressants, mais des fois un peu périphériques. Et nous, on met les pieds dans le plat avec peu de moyens, mais on dit, mais c'est ça le sujet en fait, c'est ça qu'il faut explorer. Et si Niel a des problèmes avec l'industrie du cul, il faut le raconter. C'est pas parce que c'est le patron du Monde qu'on va se taire. Et ça, les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin. Ça s'appelle l'information indépendante, quoi. Donc pour l'instant, on n'a pas de fil à la patte. Voilà, pas de... Grâce à vos abonnés et vos donateurs. Alors, dernière question, des nouvelles des procédures Bayon qui te visent, je pense en particulier à celle lancée par Vincent Bolloré. Oui, alors moi, pour avoir osé parler en sortant de Canal+, donc j'ai été condamné à rembourser 150 000 €. Tu t'es exprimé d'un documentaire de Reporters sans frontières. De manière assez générale d'ailleurs sur... En 2021, RSF va produire Le Système B, un documentaire qui va donner la parole à une dizaine de journalistes sur comment ils ont traversé les médias Bolloré. Moi, je parle juste pour dire qu'il règne par la terreur, ce que tout le monde sait, ce que lui-même a admis. Mais le Canal+ a décidé de faire un exemple. En fait, ils ont fait signer des centaines de clauses de silence à des centaines de journalistes, Europe 1, iTélé, Canal, JDD, partout, pour que les gens se taisent et ne disent pas ce qui se passe dans ces médias. Donc, il achète une omerta. Moi, j'ai décidé de parler quand même. Donc, il se passe ce qui devait se passer logiquement. Il me dit, vas-y, rends les 150 000 € qu'on t'a donnés. Donc, on est en bagarre devant les tribunaux. Nous, on dit que les clauses de silence qu'ils imposent à des centaines de journalistes sont illégales parce qu'elles ne contiennent pas de limite de temps. Donc, c'est un silence jusqu'à ta mort, ce qui est délirant par rapport à la liberté d'expression. Pour l'instant, la première instance nous a rejeté. On va en appel. On verra bien, mais de toute façon, c'est symbolique, au-delà de mon cas et de ces 150 000 €, c'est symbolique d'une volonté de Bolloré, tout en disant qu'il ne s'implique pas dans la politique, de passer son temps à s'impliquer dans la politique, mais comme il ment, en fait, comme il dit qu'il ne le fait pas, il ne faut pas que des gens viennent documenter, si, en fait, moi j'étais au JDD, j'ai vu qu'il a imposé la une sur Bardella, il ne faut pas que les gens parlent, en fait. Donc il achète l'omerta généralisée dans une complaisance des pouvoirs publics absolument à tomber par terre, quoi. Parce que le problème que Bolloré soit un voyou et qu'il achète le silence et qu'il devienne d'extrême droite, à la limite, ça ne sera pas le premier, hein. Il y avait aussi Mussolini, Hitler, tout ça, quoi. Mais qu'un président français, que des pouvoirs publics laissent faire une telle dérive de la presse, une telle violation de toutes les règles de déontologie, de la charte de Munich, de fonctionnement normal d'une démocratie, ça en dit long, quoi. Macron est dans les mains de Bolloré autant qu'il est dans les mains de Niel. Et Macron a été soutenu par Havas, par Bolloré depuis le début, par Hanouna quand il fallait, etc. Donc Macron, espèce de pantin entre les mains de ces types-là, et c'est pas du tout un président à la hauteur du défi, quoi. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de ce documentaire qui justement a un succès un gros succès sur YouTube, un documentaire intitulé Ultra riches et délinquants, comment ils ont fait élire Macron.